Soyez les bienvenus au premier jour du camp de carrière de 2024, au cours duquel vous apprendrez à élever votre carrière vers des nouveaux sommets. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la session anglaise. So if you intended to join in English, please return to the lobby and select the English session. Avant de commencer, je tiens d'abord à surligner que, vu que je vis à Winnipeg, je me trouve sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que ces terres font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene, pardon. Et c'est aussi la patrie de la nation métisse. En tant qu'immigrante dans ce pays, je suis super reconnaissante de cette terre. Alors, je vous encourage tous et toutes à reconnaître les territoires sur lesquels vous trouvez également. Merci. Le camp de carrière est la plus grande conférence du GC et l'unique but, c'est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses, alors Q&A, dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air, thumbs up. Comme toutes les sessions, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements dans le futur. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposerons cette année une autre façon d'apprendre, une série de balados des sessions du camp de carrière. Après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Nous aimerions également surligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Alors, oui, moi, je m'appelle Olivia França. Je serai votre modératrice durant cette session. J'ai un bac en économie à l'Université du Manitoba et je travaille à l'ARC en tant que conseillère en ressources humaines dans l'équipe du leadership fondé sur le caractère. Je suis aussi la présidente du RGP des ressources humaines à l'ARC. Alors, je suis une femme, j'ai les cheveux bruns et je porte du noir aujourd'hui. Nous avons les objectifs d'apprentissage sur l'écran, sur le prochain diapo. Merci. Alors, de présenter le concept de l'expérience employée et les recherches récentes, de partager les idées et les sources d'irritation identifiées, 15 moments qui comptent, d'explorer les défis auxquels les employés peuvent être confrontés au cours de leur carrière et mettre l'accent sur le travail en cours pour créer une meilleure expérience pour les employés. Et aussi de fournir aux nouveaux employés des stratégies pratiques et des ressources disponibles pour qu'ils puissent prendre en main leur propre expérience en remédiant aux sources d'irritation identifiées, comme on parlera aujourd'hui. Alors, nous avons une petite question pour vous. Que savez-vous déjà à ce sujet? Alors, j'imagine que la question va être lancée. Et nous avons deux questions ici pour vous en ce moment. Ça se dit depuis combien de temps êtes-vous fonctionnaire? Ça dit moins d'1 an, de 1 à 3 ans, de 4 à 6 ans, de 7 à 10 ans, plus de 10 ans, ou je ne suis pas fonctionnaire. La deuxième question sur l'écran, c'est selon vous, quelle est l'expérience la plus marquante dans la carrière d'un employé? Nous avons
plein de choix. Ça dit recherche d'un nouvel emploi, intégration, adaptation et de soutien au bien-être, recevoir un salaire précis en temps voulu ou congé pour les événements de la vie, apprentissage et perfectionnement, gestion de la performance, planification et progression de carrière, soutien relativement à la résolution de conflits et planification de la retraite. Alors, si vous pouvez aller voter, et une fois que vous aurez voté, on va pouvoir passer au prochain panéliste. Je vois ici que nous avons quelques petites questions dans le chat. Is this bilingual? Nous avons une réponse là pour vous dans le chat aussi. OK, alors je vois ici les réponses. Nous avons beaucoup de 1 à 3 ans à 38%. Puis, nous avons aussi dans la deuxième question, si le plus, c'est à 34%, nous avons planification et progrès de carrière. Alors ça, c'est super important, le progrès dans la carrière. Nous avons aussi apprentissage et perfectionnement et l'intégration. Alors, merci d'avoir participé. Et là, on va passer à nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir trois merveilleux panélistes avec nous pour cette session. Tout d'abord, nous avons Mireille Geneste, actrice clé de la transformation numérique des ressources humaines au bureau de la dirigeante principale des ressources humaines, secrétariat du Conseil du Trésor. Elle elle façonne la stratégie des ressources humaines au niveau de l'entreprise pour le gouvernement du Canada en mettant l'accent sur la gestion stratégique des risques et des avantages ainsi que sur les stratégies efficaces en matière de ressources humaines. Sa carrière diversifiée qui couvre les secteurs publics et privés témoigne de son leadership dans les projets de transformation. Reconnue pour son excellence en matière de communication et de travail en équipe, Mireille excelle dans la gestion des ressources et fournit un regard distinct en matière de ressources humaines. Son dévouement à la fonction publique, son engagement à améliorer l'expérience employée et son rôle dans le développement des équipes distinguent sa carrière. Merci d'être ici aujourd'hui, Mireille. Nous avons aussi Camille Beausoleil. En mai 2023, Camille a été nommée directrice exécutive de la Communauté nationale des gestionnaires, où elle fait valoir les besoins et les intérêts des gestionnaires fédéraux auprès de la haute gestion de la fonction publique. Avant cela, Camille était directrice adjointe au sein de la direction des milieux de travail respectueux et inclusifs à l'École de la fonction publique du Canada. Elle travaille à l'école depuis 2018, ayant occupé divers postes opérationnels au sein du bureau du registraire, ainsi que des postes plus stratégiques en tant que chef de cabinet de la vice-présidente de la Direction générale des opérations du secteur public et de l'inclusion. Camille a rejoint la fonction publique fédérale en 2008 après avoir travaillé au ministère du Patrimoine canadien et à la Commission de la capitale nationale, où elle a occupé plusieurs postes de gestion et de gestion de projet. Camille détient un baccalauréat en psychologie et une certification professionnelle en gestion des ressources humaines
et réside dans la région de la capitale nationale. Alors, merci d'être ici, Camille, merci beaucoup. Et finalement, nous avons aussi Joshua Frame. Joshua a commencé sa carrière dans la fonction publique à Ottawa au sein de l'Agence du revenu du Canada et a occupé des rôles de gestion et de gestion de projets de budgétarisation, pardon, et de renouvellement des services au cours des 10 dernières années. Il est devenu le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux en novembre 2016 et a fonctionné dans le réseau pour qu'il soit un moteur de l'innovation, de l'engagement régional et du développement de carrière. En mars 2020, en réponse à la pandémie du COVID, Joshua a aidé à lancer la série d'apprentissage virtuel et a reçu le prix d'excellence et innovation de l'École de la fonction publique du Canada pour ce projet. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, Joshua. Avant, alors oui, nous allons passer maintenant à Mireille. Nous allons passer la parole à Mireille pour qu'ils puissent commencer leur présentation. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Camille. Je vais fermer ma caméra pour m'assurer d'une bonne connexion avec vous tous. Merci encore, Camille, pour cette introduction chaleureuse et un grand merci à l'équipe du camp de carrière de m'avoir invité à participer à cet événement important. Je suis vraiment contente d'être ici pour partager mon parcours sur l'initiative de l'expérience employée. Au cours de mes années en gestion de projet en ressources humaines, j'ai travaillé en collaboration avec des employés gestionnaires pour adresser leurs défis en matière de système et de processus RH. Ayant personnellement rencontré des problèmes similaires en tant qu'employé, je compatissais profondément aux difficultés rencontrées par plusieurs d'entre eux. Pardon. C'est pourquoi l'emphase de mes travaux ont toujours été d'apporter les changements nécessaires afin d'améliorer leur expérience. Depuis 2021, notre équipe au sein du bureau de la dirigeante principale des ressources humaines, le BDPRH, au secrétariat du Conseil du Trésor, s'est fait la championne de l'initiative visant à améliorer l'expérience des employés au sein des RH au gouvernement. Notre objectif collectif vise à favoriser une expérience plus positive pour les employés. Sans plus attendre, plongeons un peu dans le vif du sujet et explorons les façons dont l'initiative sur l'expérience employée peut façonner un avenir plus positif pour chacun d'entre nous. Imaginez votre vie professionnelle comme un voyage passionnant, plein de surprises et de moments significatifs. C'est ce que nous appelons l'expérience employée. Elle couvre de ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin et pourquoi vous faites ce que vous faites au travail. Dans le monde d'aujourd'hui, les employés s'attendent à ce que les expériences avec les ressources humaines soient harmonieuses et positives, tout comme leur interaction en tant que consommateur. Mais il est intéressant de noter que cette expérience peut varier d'une organisation à l'autre, et même si nous suivons toutes les politiques similaires. Au BDPRH, nous explorons ce que les employés pensent des ressources humaines au sein du gouvernement. Nous examinons la situation actuelle de bout en bout des RH. Nous comprenons ce que posent les problèmes et nous recueillons des informations sur les activités RH. Notre objectif est simple, faire en sorte que l'expérience des employés soit un élément clé de la transformation des ressources humaines en façonnant un meilleur avenir pour eux et en favorisant une excellente expérience employée. À chaque étape du parcours d'un employé, chaque moment est important. On les voit présentement sur la diapositive. C'est des parcours uniques, sont tissés d'expériences diverses et interconnectées, façonnant collectivement une expérience riche pour l'employé. Grâce à nos ateliers, nous avons acquis des informations précieuses sur ce qui compte vraiment pour nos employés et par conséquent, nous avons identifié 15 cruciaux moments qui comptent. Ces moments englobent des aspects cruciaux tels que la recherche d'un nouvel emploi, le recrutement,
l'intégration, le soutien au bien-être, recevoir un salaire en temps précis et en temps voulu, la déclaration du temps ou des indemnités, l'accès à ses renseignements personnels et prendre des congés pour des événements de la vie. Mais on couvre aussi ces moments qui comprennent l'apprentissage, le perfectionnement, la gestion de la performance, la planification et la progression de la carrière, comme on a vu précédemment dans le sondage, que c'est très important pour vous, la mise à jour des conditions d'emploi, le soutien relatif à la résolution de conflits, qu'on parle, qu'elle soit formelle ou informelle, le soutien en cas de démission ou cessation d'emploi, et enfin, sans oublier, la planification de la retraite et l'obtention de notre premier versement de pension. Notre engagement à comprendre ces moments cruciaux est un voyage en perpétuel mouvement. Comme les politiques, la culture, les processus, la technologie, les services changent, nous comprenons que les moments qui comptent dans nos carrières évolueront aussi. C'est pourquoi nous nous efforçons de maintenir ces informations à jour et vos commentaires à tous qui sont avec nous aujourd'hui sont essentiels pour nous guider dans cette évolution afin de rester synchronisés avec les changements qui sont faits au paysage des RH et ainsi donner la priorité à ce qui compte le plus pour vous dans le cadre de votre travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Après avoir exploré les moments qui comptent, les employés, nous allons maintenant nous orienter vers les personas, où des vraies histoires commencent à se dévoiler et où des défis uniques émergent. Les personas sont des représentations fictives mais réalistes d'un groupe d'employés. Ils illustrent les défis, les traits de personnalité et les réactions émotionnelles des employés lorsqu'ils interagissent avec les systèmes et les services RH. Les personas nous aident donc à comprendre comment les employés vivent les événements et comment leurs besoins et leurs attentes peuvent être pris en compte dans les moments qui comptent. En collaboration avec nos partenaires et des experts du GH, nous avons co-créé un groupe diversifié de personas que vous pouvez voir à la prochaine diapositive, qui couvre un large éventail de caractéristiques telles que la diversité, les cultures, les lieux de travail, les types d'emploi, l'expérience au sein du GC, l'accès à la technologie, l'aisance avec les outils numériques et les besoins en matière de mesures d'adaptation. Jusqu'à présent, on a développé 10 personas et nous nous engageons non seulement à tenir notre groupe à jour, mais à l'élargir pour inclure d'autres personas pertinents pour la population du GC. Aujourd'hui, nous allons explorer brièvement le parcours de 2 de ces personas, soit Alexandra l'étudiante et Jill la candidate. Les autres membres de l'équipe de nos personas sont Nicolas, notre employé non connecté qui travaille à partir d'un phare. Sam, qui représente la voix de notre employé, Sophia, qui arbore celle de l'employé en demande de mesures d'adaptation. Nous avons également Abby, notre gestionnaire, Kira, notre dirigeante, de même que Juan, qui est notre conseiller en rémunération, Marie-Ève, la praticienne RH, et enfin Stéphane, notre personne à la retraite. Dans les prochaines diapositives, vous découvrirez les défis auxquels Alexandra et Jill sont confrontés et ce qu'elles espèrent pour l'avenir. Il est important de comprendre que ces informations ne fournissent pas des solutions définitives, mais qu'elles représentent plutôt des idées, des pensées provenant des voix de la population des employés au gouvernement. Grâce à ces informations, les personnes travaillant sur des initiatives de transformation peuvent comprendre les défis rencontrés par les employés et envisager des opportunités de changement positifs. Maintenant, passons à Alexandra. Jetons un coup d'œil à son parcours qui est à la recherche d'un nouvel emploi. Alexandra est une étudiante de 22 ans résidant à Ottawa et qui fait partie du gouvernement depuis 5 mois. Elle se passionne pour la contribution à la recherche, la croissance professionnelle et les possibilités de mentorat. Cependant, Alexandra rencontre des difficultés dans sa recherche d'emploi. Les postes spécifiques pour les étudiants ne sont pas toujours affichés, ce qui crée une incertitude quant aux options qui sont disponibles. Il est difficile d'adapter les candidatures à plusieurs postes car elles sont tous regroupées dans un seul et même endroit, ce qui empêche Alexandra de trouver des postes spécifiques qui l'intéressent.
La lenteur des procédures a conduit Alexandra à accepter un emploi différent de celui qu'elle espérait. Elle a également été déçue par les retards dans la réception de sa lettre d'offre, ce qui a eu pour effet de raccourcir son contrat. Afin d'améliorer l'expérience d'Alexandra, elle imagine un avenir où elle découvrirait sans effort une variété d'emplois, où elle adapterait facilement ses candidatures, où elle serait bien informée des étapes du processus et où elle soumettrait conformément les documents requis par le biais d'un portail centralisé. Plongeons maintenant dans le parcours de Jill, qui débute sa carrière au sein du gouvernement. Âgée de 26 ans, Jill est enthousiaste à l'idée d'entamer son parcours professionnel avec un employeur qui s'engage à servir les citoyens, à favoriser l'inclusion et donner la priorité à une culture axée sur les personnes. Jill est enthousiaste à l'idée de commencer son nouveau poste, mais malheureusement, elle est déjà confrontée à des difficultés lors de son intégration. L'incohérence et le manque de connexion entre les processus est source de confusion. Tandis que des lacunes en matière d'intégration dans certains domaines, comme par exemple la sécurité, les technologies de l'information, les mesures d'adaptation, créent plusieurs obstacles. L'accès limité à l'information, de même que le manque de soutien, ne font qu'aggraver son expérience. Jill imagine un avenir où ses données personnelles et professionnelles voyageraient avec elle. Même si elle change de rôle ou d'organisation, elle rêve de recevoir des notifications rapides tout au long du processus d'intégration pour une transition en douceur. Jill espère également bénéficier d'un soutien continu de la part de ses pairs pendant la période d'intégration et envisage un parcours intégré qui incorpore des informations sur l'apprentissage, la gestion de la performance, le développement de sa carrière. L'analyse des obstacles rencontrés par Jill et Alexandra offre des informations précieuses pour améliorer le parcours d'intégration et à créer une meilleure expérience de recherche d'emploi. En recueillant et en partageant des informations de ce type avec les responsables des initiatives de transformation, nous leur fournissons des exemples réels des défis auxquels les employés sont confrontés et leur désir pour l'avenir. L'intégration de ces résultats dans les processus de conception et de prise de décision peut contribuer de manière significative à l'amélioration de l'expérience future de nos employés au gouvernement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre initiative ou explorer davantage notre groupe de personas et de cartes de parcours, nous vous encourageons à vous connecter sur notre site GC Exchange. Rejoignez notre communauté, participez à la conversation et apportez vos idées pour améliorer l'expérience des employés au sein du gouvernement. Je cède maintenant la parole à Camille et Josh, qui vous présenteront des moyens pratiques d'améliorer votre expérience aujourd'hui en relevant certains des défis actuels associés au moment qui compte. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Mireille. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo. Juste d'une façon comme assez stratégique, on a, pour les individus, on a une sphère de contrôle. Alors, c'est peut-être le type d'emploi qu'on sélectionne, si on veut travailler avec un gestionnaire ou non, si on veut travailler avec cette agence ou cet ministère, quoi que ce soit. Ça, c'est dans votre sphère de contrôle. Qu'est-ce qui est offert à vous comme un emploi? C'est peut-être dans votre sphère d'influence. Si tu veux devenir une sous-ministre demain, peut-être ça, c'est tout le reste. Ça, ce n'est pas dans votre contrôle d'une façon comme stratégique, d'une façon de jour à jour, quoi que ce soit. Si on peut passer la prochaine diapo. Dans ces trois cas, on doit penser de qu'est-ce qu'on a dans notre contrôle, qu'est-ce qu'on peut influencer et qu'est-ce qui n'est pas dans notre contrôle. Mais que pouvez-vous faire? Pour le développement de votre carrière, l'apprentissage, il y a beaucoup de ressources dans le gouvernement du Canada. Alors, pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, on a une carrefour d'apprentissage qui a toutes les séances qu'on a fait pour les dernières 4 années. Ça a tous les ressources qu'on a développées et c'est une bonne pratique de voir comme si je fais une entrevue, si je fais une application pour une poste en particulier, est-ce qu'il y a des ressources là que je veux
voir. Je veux voir le type de entrevue, que ce soit le type d'examen. Peut-être on a d'informations sur cela. Vous pouvez aussi connecter avec les autres communautés du gouvernement du Canada. Alors, Camille est la directrice exécutive pour la communauté nationale des gestionnaires. Ça, c'est une autre communauté dans le GC. Si tu es en communication ou en politique, il y a les autres communautés pour cela aussi. Il y a des douzaines de communautés dans le GC. C'est une des choses les plus positives pour le gouvernement du Canada. Pour le soutien au bien-être, c'est bon de connaître les ressources du programme d'aide aux employés de votre ministère. Comment est-ce que tu peux lier avec cela? Si tu as une grande défi dans votre vie, tu veux parler à quelqu'un, c'est quoi les ressources pour cela? C'est aussi important de connaître la couverture de votre plan de santé pour les services psychologiques. Ça a changé, je pense qu'il fait à peu près 6 mois. Alors, de connaître ces types de ressources aussi. Au réseau des jeunes professionnels, je m'excuse, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, on parle aussi de construire votre réseau professionnel. Alors, les temps qu'on pense qu'on est un peu perdu dans notre carrière, c'est quand on n'a aucun lien, on n'a aucune personne avoir une discussion, avoir leur pensée, avoir leur pensée pour changer cette situation. Alors, pour construire votre réseau professionnel, si tu es ici pour la première fois, c'est un bon début, mais ce n'est pas la fin. Alors, avoir ces types de personnes où il y a un problème et tu peux discuter ce problème avec un de vos collègues, peut-être dans votre ministère, peut-être dans un autre ministère, quoi que ce soit, ça vous aide aussi. Et les soutiens au changement de vie et de carrière, c'est important de connaître quand est-ce que vous avez besoin de les ressources du centre des services de paie. Alors, si tu es embauché sur jour 1, c'est important de connaître qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Si tu as un mari et tu veux les ajouter à votre programme pour la santé, c'est important de connaître comment est-ce que vous pouvez le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de situations qu'on a eues dans nos carrières, comme les gestionnaires, comme les directeurs. Et puis, je vais passer la parole à Camille pour discuter de quelques-uns avant qu'on passe aux périodes de questions et réponses. Merci, Josh, et merci beaucoup, Mireille, pour la présentation. C'est toujours intéressant de voir un peu le parcours des employés, d'identifier les points où on retrouve des défis. Pour ajouter un peu l'importance du réseautage et de créer votre réseau professionnel est super important parce que c'est vraiment en discutant avec les collègues, avec des gens dans votre ministère, à des événements, dans différents comités. C'est là qu'on va chercher les petites informations qui rajoutent et qui rendent notre expérience comme fonctionnaire valorisant, mais aussi pour aller chercher ces petits détails qu'on oublie parfois pour dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y a cette ressource-là de disponible, mais telle personne le sait. » Alors, des événements tels que celui-ci ou en se rejoignant à un comité, je ne sais pas, de santé et sécurité dans ton ministère, tu rencontres des gens qui sortent un peu de ta bulle dans ton poste actuel pour aller chercher ces informations-là un peu à l'extérieur de qu'est-ce qu'on pense. Alors, je voulais juste rajouter peut-être, en mon expérience, c'est toujours intéressant d'aller pousser un peu le réseautage de façon informelle. Et les ressources au niveau de la paie, des changements au niveau des bénéfices, c'est super important. Il y a seulement toi qui peux faire les suivis là-dessus. Tes gestionnaires sont là pour te supporter. C'est pendant mon 16 ans dans la fonction publique, j'ai été gestionnaire pendant presque les 16 ans. J'ai beaucoup supporté des employés à décortiquer leur talon de paie, à comprendre les bénéfices, à essayer de comprendre le langage dans les conventions collectives. C'est pas évident. Vos superviseurs, vos gestionnaires sont là pour vous aider.
Mais à la fin de la journée, c'est à toi de te défendre dans tes situations et de faire valoir l'importance de ta situation, peu importe qu'est-ce qu'elle est. Alors, c'est super important d'aller comprendre. Est-ce que ma paie est à jour, fait du sens? Est-ce que je la comprends? Est-ce que je suis allée voir qui est la couverture de mon plan de santé et dentaire? Qu'est-ce qui arrive quand j'ai un enfant? Je planifie avoir un enfant dans 2 ans. J'ai un petit garçon de 4 ans à la maison. J'ai passé par là récemment. C'est quelque chose, la paperasse, au niveau de partir en congé de maternité. Alors, c'est super important d'aller chercher ces ressources-là quand c'est nécessaire. Fait que, Josh, est-ce que je te relance la parole? Je pense qu'on va lancer la parole à Olivia pour Olivia, OK, modérer oui. les questions. Oui, certainement. Super, merci. Parfait. Et alors, merci beaucoup pour cette superbe présentation. J'ai vraiment aimé la façon pratique que vous nous avez montrée pour prendre charge de notre futur. C'était vraiment super, merci. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions du public. Encore une fois, veuillez utiliser la fonction questions-réponses pour poser vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez voter les questions que vous aimez en utilisant le pouce levé. Et venons-en directement aux questions pour les panélistes. Veuillez répondre les questions le plus rapidement possible afin que nous puissions couvrir davantage de sujets. Je poserai la question à un membre du panel et il répondra. OK, alors les autres, ils peuvent aussi en ajouter ou en discuter, juste autant qu'on reste en sujet. Et toutes les ressources mentionnées aujourd'hui seront partagées sur notre page wiki après l'événement. Alors, allons-y. J'ai ici une question qui dit quand j'étais finalement nominée à un poste indéterminé, il n'y avait ni d'activité d'intégration ni de suivi par le RH et je ne recevais que des renseignements désuets de mes collègues. Que font les RH pour les employés qui sont passés à travers les mailles du filet pour améliorer leur expérience employée? Je ne sais pas qui veut prendre cette question, mais je vais peut-être passer la parole à Camille ou Joshua. Je vois que tu t'es mis... Oui, Camille. À vous. Bien sûr, je ne parle pas d'une perspective des ressources humaines et puis je pense que ça dépend beaucoup d'un ministère à l'autre. Parfois, qu'est-ce qu'on se retrouve au sein des gros ministères? Des fois, il y a des gens qui passent un peu à l'écart et malheureusement, on vit des expériences un peu moins intéressantes comme tu l'as décrit dans cette question. Je sais que en tant que gestionnaire, quand j'ai travaillé dans un plus grand ministère, personnellement, j'ai fait des gros efforts pour essayer d'améliorer l'intégration des employés au sein de mon équipe. Et puis, c'est un peu d'une activité qui évolue constamment au fur et à mesure que j'ai des employés qui commencent, qui me donnent des conseils. Alors, je vous encourage énormément de continuer à partager votre expérience parce que c'est en le partageant qu'on peut améliorer les choses, un peu comme on l'a vu avec la présentation d'aujourd'hui. Et comme gestionnaire, j'apprécie énormément la rétroaction des employés qui me donnent ces conseils-là pour qu'on puisse améliorer les choses. Bien sûr, c'est d'un point de vue, moi, comme gestionnaire, ce n'est pas tous les gestionnaires qui vont le faire, mais je pense que c'est là où on peut commencer, c'est en discutant, en continuant la conversation comme ça qu'on peut apporter des changements. Bien sûr, au gouvernement, les changements ne se font pas du jour au lendemain. J'ai aussi vu dans d'autres ministères, surtout plus petits, que les équipes de RH ont fait beaucoup de travail sur des manuels d'intégration pour aider les employés qui commencent et on fait des demandes de rétroaction au sein du ministère pour aller chercher des conseils. Alors, ça se fait. J'ai déjà vu des très bonnes choses dans certains ministères, mais comme je dis, ça dépend un peu. Puis, je suis vraiment désolée d'entendre que tu n'as pas eu une bonne expérience. Mais je vais peut-être lancer la parole à mes collègues s'ils ont de quoi rajouter. Oui, certainement. Alors, je dirais juste vite que je pense que les activités d'intégration dans le ministère, c'est un travail en cours. Alors, ça a commencé d'une façon virtuelle il fait 46 mois. Et
chaque ministère travaille pour voir comment on peut intégrer les personnes de façon virtuelle. Et des fois, ce n'est pas positif. Des fois, c'est positif. Et puis, oui, partagez l'information avec votre ministère et partagez qu'est-ce que vous avez besoin de votre ministère, de l'École de la fonction publique du Canada, de les communautés du GC. Mireille, d'autres choses à ajouter? Oui, puis je suis d'accord complètement avec ce que tu viens de partager, Josh, également Camille. On a entendu, dans le cadre de nos travaux, on a entendu plusieurs ministères faire de belles avancées en termes d'innovation pour l'intégration de leurs employés. On parle de développer des outils, on parle d'automatiser un peu plus les systèmes pour rendre l'information accessible aussi avant, parce que l'intégration, on pense au jour même de la venue de l'employé, mais ça commence même avant. Ça commence dans le processus de recrutement avec les employés. Donc, c'est d'avoir un peu cet accompagnement-là avant, pendant, puis les journées d'après. On entend aussi des belles histoires que le ministère commence à avoir à assigner une personne, par exemple, à la Rivière, qui est un peu ton compagnon, ta compagne des prochains jours, des prochains mois, si tu as des questions. Parce que souvent, on est gêné d'aller déranger on pense qu'on dérange son gestionnaire, qu'on se dit, ah, ma question est un petit peu anodine ou, tu sais, je ne veux pas déranger pour ça. D'avoir un collègue qui est assigné à nous, ça, c'est des belles pratiques qu'on a entendues. C'est comme Camille a dit, c'est triste d'entendre ces histoires-là parce que ce n'est pas cette impression-là qu'on veut. Mais en partageant ces histoires-là, nous, dans les prochaines transformations, on peut apporter votre voix dans le cadre des projets de transformation, puis pouvoir améliorer les services, ajuster aussi, harmoniser les systèmes pour mieux supporter dans votre intégration. Bien, merci. Nous avons une autre question ici. Alors, c'est une autre question qui a été beaucoup votée. Ça dit je suis une personne handicapée. Juste avant le TEMOS des fêtes, j'ai été renvoyée du gouvernement fédéral en raison de mon handicap. Bien que des accommodements raisonnables ont été approuvés, mon directeur n'a jamais voulu les appliquer. Je suis donc pas convaincue sur la partie inclusivité dont vous parlez. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau. Pouvez-vous me redonner confiance en la fonction publique? Peut-être je peux commencer avec cette question. Alors, de façon assez vite, juste pour dire, il y a les obligations pour les gestionnaires, pour les directeurs et les accommodations, ça doit être appliqué. Ça doit être, il y a les politiques par rapport à cela. C'est la responsabilité de le gestionnaire de voir s'il y a des accommodements et puis de les appliquer, de les faire pour que ce soit complet pour l'employé. Et si ce n'est pas le cas, parlez à ton syndicat. Et puis, oui, comme on ne peut pas changer cette situation comme des panélistes pour cette séance, mais certainement, on peut dire qu'il y a des supports en place et parler avec votre syndicat si tu peux parler avec vos ressources humaines pour que ça soit finalisé. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Moi, je rajouterais aussi, merci beaucoup, Josh. Puis c'est très compliqué parfois des situations. Chaque cas est unique, surtout quand on parle de mesures d'adaptation au sein du gouvernement. Et comme gestionnaire et directeur, on doit vraiment évaluer chaque situation et chaque cas par cas avec les ressources aussi à notre disposition. Dans chaque ministère aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font avec les bureaux, soit de ombuds, des services de résolution de conflits informels. Il y a les ressources au niveau du syndicat basées sur les conventions collectives. Il y a différentes ressources et différents recours. Je suis vraiment désolée d'entendre que vous avez eu une situation difficile. En parlant point de vue plus large de ta question de reprendre la confiance dans la fonction publique,
Je sais que de mon point de vue, en tout cas, comme directrice d'une communauté qui s'occupe des gestionnaires, je vois beaucoup d'efforts qui se font en ce moment, surtout avec les bureaux de l'accessibilité, de la fonction publique qui essaient de bâtir beaucoup de sensibilisation au sujet des mesures et des pratiques pour aider les gestionnaires à éviter des situations plutôt difficiles avec les employés. On essaie de faire beaucoup la promotion au sein de notre communauté pour équiper les gestionnaires aussi à naviguer ces situations-là. Mais comme je te dis, chaque cas est différent. Alors, je suis vraiment désolée d'entendre ça, mais sache que moi, je vois plus large dans notre communauté, puis je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font en ce moment, mais comme tout, il y a toujours de l'amélioration à faire. Merci. Merci. Mireille, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... Camille a couvert les points exacts que j'aurais voulu ajouter. Merci. Ouais. Alors, on peut passer à la prochaine question. Ici, tu as une question qui dit: quel conseil si jamais une offre indéterminée est conditionnelle à un déménagement à Ottawa? Cela semble être un moment crucial, mais je ne sais pas quoi faire. Oui. Alors, Peut-être je peux commencer avec celui-ci. Alors, pour moi, j'ai fait cette choix 2 fois. Alors, j'ai décidé de déménager de Ottawa à Toronto et de déménager de Toronto à Ottawa. Celui-là, les situations, c'est différent pour chacun. Dans chaque phase de ma vie, en 2012, quand j'ai fait le choix de déménager à Toronto, c'était pour une offre pour devenir une chef d'équipe, pour avoir une expérience que je ne pouvais pas avoir dans mon situation à Ottawa. Je n'ai aucun regret de faire cet déménagement en 2012. Et puis, après 6 ans et demi, j'ai fait le choix de déménager à Ottawa. Ça, c'était pour moi. Ce n'était pas pour un rôle. C'était parce que je voulais être plus proche de ma famille. C'était important pour moi d'être. J'ai 3 sœurs, 2 sœurs en Ottawa. C'était important pour moi de ne pas me manquer leur vie, de ne pas les voir 2 fois par an. Alors, c'était un choix personnel et de déménager à Ottawa. Et je pense que pour chacun, ce n'est pas une solution exacte de dire, OK, je vais déménager pour une opportunité. Vous pouvez voir les opportunités dans les postes régionaux, dans les postes du bureau central qui sont dans les régions. Et je pense qu'on est dans une place un peu difficile maintenant parce qu'on a eu les postes qui étaient complètement virtuels pendant la pandémie. Et après la pandémie, maintenant, comme il y a des portes qui ferment pour vos carrières. Mais pour moi, je pense que c'est temporaire parce que le gouvernement du Canada a une pensée, il y a une valeur d'avoir les employés régionaux qui n'ont aucune porte qui est fermée dans leur carrière. Et les portes sont fermées seulement de votre performance. Comment est-ce que tu peux développer, comment est-ce que tu peux devenir le meilleur fonctionnaire dans votre carrière. Mais je pense que maintenant, c'est juste un peu difficile parce qu'on a des changements qui se passent où ça se voit comme plus difficile pour développer ton carrière dans une région. Et ce n'était pas le cas au début de la pandémie. Mais je pense qu'on a été peut-être quelques-uns à changer ces types de situations, de réouvrir les portes aux employés régionaux. Absolument. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Quand on mentionne que ça me semble un moment crucial dans le cycle de vie, dans une carrière, je suis tellement d'accord. Puis pendant nos travaux, justement, on avait commencé, on avait établi 15 moments qui comptent, mais j'aimerais vous confirmer que c'est quelque chose d'évolutif. On va ajouter des moments puis des commentaires comme ça. C'est des éléments qu'on va commencer à creuser davantage puis à explorer. Donc, des commentaires comme ça, effectivement, ça va nous aider dans nos travaux et donc nous aider à partager avec les initiatives de transformation. Merci. Oui, tout à fait.
Alors, merci pour ce commentaire et merci pour la question. Nous allons passer à la prochaine question. Avez-vous des conseils afin de monter les échelons au sein des ministères pour se différencier de nos collègues? Alors, Camille, je te vois sourire. C'est une bonne question. Parce que je pense qu'il y a différents trajets qu'on peut prendre pour monter les échelons. Ça dépend un peu aussi qu'est-ce que tu recherches. Mais je pense aussi que ça vient un peu avec l'expérience au sein du gouvernement et où l'importance du réseautage pour voir un peu qu'est-ce qui existe. Le gouvernement est énorme. C'est quoi les opportunités qui existent? Peut-être même des choses qu'on n'y pense même pas. Je pense, de un, bien faire ton travail. Ça serait une chose de base. Rencontrer, mais aussi aller chercher la rétroaction de tes gestionnaires, superviseurs. Continuer aussi à pousser dans ton apprentissage personnel, d'aller voir quelle formation qui existe, qu'est-ce qui est disponible au sein de ton ministère et même à l'extérieur. De pousser, de te faire reconnaître au sein de ton ministère. Et ça peut être fait de différentes façons, de travailler sur un projet intéressant qui a peut-être une opportunité de briefer la haute gestion ou peut-être que ce soit un directeur, DG ou autre. Juste avoir cette petite opportunité de pratiquer point de vue, de sortir un petit peu de ta bulle, comme j'ai mentionné au début, d'aller chercher différentes petites expériences. On peut aussi parler, comme j'ai dit, réseautage, de participer à différents comités ou de participer à différents événements. Le plus qu'on vous voit au sein d'une organisation, ça l'aide des fois aussi à montrer, oh, cette personne a de l'initiative, on voit souvent le travail, on reconnaît le nom de la personne. C'est une façon de faire. Et de poursuivre des études aussi peuvent aider. Disons que tu veux faire un peu d'un changement de carrière, tu reconnais quelque chose d'intérêt, tu veux passer d'un poste administratif à un poste plutôt stratégique ou politique. Peut-être qu'il manque des études. Alors, d'aller voir qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui te manque pour se rendre à ce point-là. Souvent, quand on parle des employés qui veulent passer d'un poste employé à un poste de supervision ou de gestionnaire, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il manque l'expérience au niveau de la dotation, finances, planification stratégique? Est-ce qu'il y a des opportunités que tu peux participer à des rencontres avec ton gestionnaire pour travailler sur la planification budgétaire? Est-ce qu'il y a des expériences que tu peux peut-être superviser un étudiant? Est-ce que tu as des expériences comme ça quand des fois il faut penser un peu à l'extérieur de la boîte de notre poste, surtout si on veut monter les échelons? Je sais que j'en passe, là, je pourrais continuer, mais je vais donner la chance à mes collègues de rajouter aussi. J'ai plein d'autres idées aussi, Camille, qui me viennent en tête. Il y a plusieurs, tu sais, parce que les moments, ils s'entrecroisent top. La gestion de ta carrière, ça commence même avant d'appliquer pour un poste. Ça continue pendant que tu es en poste. L'apprentissage vient contribuer. Les discussions dans le cadre de la gestion de la performance, tu sais, par rapport à la mi-année, à la fin de l'année, on a des temps fixes dans le gouvernement pour la revue de la performance. Mais c'est des discussions qu'on peut avoir, qu'on peut se permettre avec notre gestionnaire de les avoir en continu. Puis moi, ce que je vous conseillerais, c'est gênez-vous pas à initier ces discussions-là, demander de la rétroaction, de regarder, comme Camille disait, qu'est-ce que ça prend pour atteindre certains postes que vous visez, d'avoir les discussions avec votre gestionnaire à savoir qu'est-ce que je peux améliorer, d'avoir ça vraiment de façon informelle en continu. Puis, n'hésitez pas de demander, ça coûte rien. Puis, c'est justement d'engager dans ces discussions-là, de demander de la rétroaction, d'être ouvert. Puis de regarder c'est quoi les plans, le plan, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de formation, en termes de mentorat, de coaching. Il y a plusieurs sources qui peuvent venir nous aider dans notre carrière. Parfait, merci. Joshua, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Merci. OK, alors nous avons
une autre question ici dans le chat. Ça dit, pouvez-vous nous faire part d'exemples de réussite dans les ministères dont nous pourrions nous inspirer? Peut-être je peux commencer. C'est assez général, mais je dirais il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'exemples de les réussites dans les ministères. On a beaucoup de rapports qui parlent de les réussites dans les ministères. Un, c'est le rapport du Coffier, c'est fait à chaque année. C'est comme une sommaire de pas tout qui est arrivé dans la fonction publique, mais les grandes réussites dans la fonction publique pour les communautés, pour les ministères, pour les agences, pour tout cela. Mais je dirais comme un exemple personnel, sur ma biographie, ça dit que j'ai commencé avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux en 2016. Et puis, à ce temps, j'étais un volontaire. Je n'étais pas en charge de aucune personne parce qu'on avait un budget pour un demi d'un employé. Et puis, maintenant, on est une équipe de 7 employés. On travaille partout au Canada. On a les personnes à plein temps, on a les volontaires, on a les conférences les plus grandes dans le gouvernement du Canada. Et c'est fait de façon indépendante des autres organismes. Et on travaille sur les projets qui sont importants et on essaie de trouver les façons d'innover. Et cela, c'était possible parce que j'ai travaillé pour 7 ans pour que ça soit possible et parce que j'ai trouvé des personnes incroyables qui venaient à cette équipe et ont apporté leurs idées et leurs connaissances et leurs pensées d'innovation. Et je pense qu'on a beaucoup de ces exemples partout au gouvernement du Canada. Il y a quelques-uns dans le rapport du Coffier, mais c'est vraiment comme le carrière le plus incroyable d'être un fonctionnaire pour 30 ans, pour 35 ans, pour quoi que ce soit, pour aider à innover, pour aider à faire les changements pour que le gouvernement, ça soit plus efficace, ça soit plus innovant. Et puis, ouais, c'est juste un exemple, mais vous pouvez trouver beaucoup d'exemples dans les rapports du Coffier, dans les autres rapports pour voir comment on peut aider les Canadiens, comment on peut innover, comment on peut développer la carrière. Merci. En n'avons que quelques petites minutes. Alors, je vais juste passer à la prochaine question. Mais nous avons ici, la première, c'est une suggestion, mais après, nous avons ici, j'entends parfois parler de certains employeurs qui subventionnent partiellement ou pleinement les étudiants au cycle supérieur, alors maîtrise, par exemple, pour des employés puisqu'avantageux pour leur domaine. Est-ce fréquent au gouvernement? Ou sinon, comment naviguer une poursuite des études là, lorsque nous avons pleinement intégré le marché de travail? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je peux peut-être y aller parce que j'ai moi aussi un exemple personnel. Je suis retournée aux études en travaillant à temps plein aussi pour le gouvernement. Alors, j'ai pris la décision personnelle de retourner aux études à temps partiel. Et puis, en fait, j'ai réussi à faire couvrir 2 de mes cours qui ont été remboursés par le ministère pour lequel je travaillais à ce moment-là. C'était un peu d'une vente pour vendre un peu le lien entre le cours et le travail que je faisais à ce moment-là. J'ai réussi, pour ce faire, j'ai identifié quand même assez tôt que j'avais prévu suivre ce cours-là. Je croyais qu'il y avait un lien avec le travail que je faisais. J'avais des justifications. Je l'ai mentionné d'avance pour pouvoir le mettre sur mon plan de formation avec les conversations de performance et tout ça. Alors, mon gestionnaire avait le temps de l'identifier dans le budget. Alors, ça fait partie un peu de la réflexion au niveau budgétaire aussi avec le superviseur à ce moment-là. Alors, j'ai réussi. J'ai vu des cas où ce n'était pas accepté aussi parmi des collègues et autres. Alors, ça fait un peu partie de la cas par cas dans chaque ministère, dépendamment du budget, dépendamment de la pertinence avec ton travail aussi.
souvent, ils vont mettre plus de priorité sur des études qui ont quand même un lien ou une pertinence avec ton travail, mais pas toujours. Il y a des exceptions aussi à ça. Mais je te dirais aussi que, un peu comme Josh le mentionnait tantôt, c'est un peu d'une décision personnelle. Dans le temps où j'étais dans ma vie, j'avais pas d'enfant, j'avais le temps de poursuivre des études, j'avais mis des fonds de côté pour pouvoir le payer aussi. J'ai pas pris pour acquis que le gouvernement paierait mes études à temps partiel, mais j'avais aussi en tête que c'était quelque chose qui me servirait plus tard dans ma carrière. Aussi, j'ai un bac en psychologie. Je voulais poursuivre des études en gestion des ressources humaines, pas nécessairement pour aller dans les ressources humaines, mais pour le côté gestion et de leadership. Alors, c'était vraiment ce côté-là qui m'intéressait et ça me sert en ce moment dans mon travail. Alors, c'était quelque chose que j'avais besoin de quelques années pour réfléchir. Je voulais me lancer dans quoi comme développement professionnel. Puis j'ai d'autres idées aussi pour le futur. Mais alors, c'est pas quelque chose qui est noir ou blanc. Ça permet des conversations avec tes superviseurs, gestionnaires, mais je l'encourage à 100% parce que planifie comme s'ils vont dire non, mais parfois on peut être surpris. Ouais. Ouais, j'aime ça. Tout à fait. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, je pense que oui, hein? Peut-être une petite minute. Alors, au début de ma carrière, j'ai appris la différence entre mentorship et sponsorship. J'ai assisté à plusieurs événements de réseautage et j'ai été référée à mon ministère. J'ai fait des démarches, mais j'en n'arrive pas à trouver un sponsorship. Comment faire? Oui, peut-être. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait parler de ça? Oui, certainement. Alors, juste pour dire d'une façon assez vite, alors je pense que sponsor en français, c'est parrainage, si je suis correct. Il n'y a pas une façon de avoir de postuler pour avoir le parrainage. Des fois, c'est créé dans les plans de développement, peut-être d'avoir une idée qu'une personne est excellente à ce travail et puis on va avoir des opportunités de parrainage pour cette personne. Disons les opportunités pour trouver une poste de développement, quoi que ce soit. Mais vraiment, il n'y a pas une façon de postuler pour avoir le parrainage. C'est d'être excellent dans votre travail, de montrer que vous avez les possibilités d'avoir les postes supérieurs et vous pouvez parler avec votre gestionnaire, parler s'il y a une opportunité de avoir une poste supérieure pour une courte montant de temps. J'ai eu une poste acting pour 3 semaines, une été, quand j'étais 2 ans dans mon carrière, parce que c'était une opportunité de voir comme un autre type de travail, d'avoir un peu plus de les tâches qui étaient comme de superviseur, quoi que ce soit. C'était une opportunité pour moi. Ce n'était pas comme le parrainage vraiment, mais vous pouvez parler avec le gestionnaire pour ces types de possibilités. Oui, merci. Nous avons plein d'autres questions et je vous remercie de votre participation. Mais je pense pas qu'on aura le temps pour d'autres questions. En tout cas, je vous remercie à vous trois pour avoir partagé vos connaissances de même. Je sais que moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et juste un petit rappel pour tout le monde, vous pouvez regarder cet enregistrement sur la page YouTube de FIN ou RJFF. Et si vous pouvez aussi, vous pouvez aussi écouter la série de balado si vous avez des questions sur le sujet. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, consultez la page de ressources de Wiki CBC 2024. Et ouais, alors nous avons une dernière question de sondage, n'est-ce pas? Oui. Alors, les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Oui, non, ou je ne sais pas. Bon, si vous pouvez juste cliquer sur votre écran. Et oui, merci. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Merci de votre temps. Et en plus, à la session de cet après-midi, nous discuterons de
de celle intitulée Vers une nomination pour une période indéterminée. Alors, ça, c'est à 14h30. Ah oui. Vous aurez également l'occasion de vous rendre dans les kiosques, de discuter avec les membres des communautés à 15h, 15h30 jusqu'à 16h30. Et si vous avez besoin d'aide pour comment naviguer les kiosques, vous pouvez aller dans l'onglet Expo, dans le menu du hall. Et vous êtes maintenant entré dans l'Expo. Alors, merci tout le monde. Merci d'être ici. Et bonne journée.